Mesdames, Messieurs, bonjour. Il est midi à Dakar et partout ailleurs au Sénégal, 12h GMT. Bienvenue dans le grand journal de la RFM. Cette édition, deux anciens directeurs généraux de la RTP devant la Chambre de discipline financière de la Cour des comptes, Daniel Goumalo Seck et Ndongo Diaw, avaient été mis en cause par l'inspection générale d'État dans un scandale portant sur 10 milliards de francs CFA. Affaire des 94 milliards, un rassemblement prévu le 16 novembre pour demander à la justice d'accélérer le pas pour tirer cette affaire au clair. Un ensemble de mouvements était en conférence de presse sur cette question. Journée des forces armées, ce 7 novembre, le président Macky Sall salue le caractère humaniste de la Grande Muette. Le thème de cette journée porte en effet sur le rôle des armées dans la gestion des pandémies et autres catastrophes. Nouvelle saisie de drogue par les forces de sécurité sénégalaises. Cette fois-ci, c'est la police qui a mis la main sur 660 kilos de chanvre indien à Nianing, à Kédougou. Un baron du trafic de drogue présumé a été arrêté. Pour le sommaire de l'actualité internationale, Binta Diallo, bonjour. Bonjour Souleymane. Terminator en prison pour 30 ans. La sentence de la Cour pénale internationale est tombée tout à l'heure contre l'ex-chef de guerre congolais Bosco Ntaganda. Réunion d'urgence des chefs d'État de la CEDEAO à Niamey. La situation politique qui s'enlise en Guinée-Bissau sera discutée. Le développement de tous ces titres dans le journal Inter dans quelques minutes. Les titres sport avec vous, cher Tidiane Diagne, bonjour. Bonjour à vous, Souleymane. Mondial U17, fin de parcours hier du Sénégal en huitième de finale. Un revers synonyme d'élimination. Vous entendrez l'avis de nos consultants qui parlent du comment faire pour permettre à ce football chez les jeunes d'être beaucoup plus performant. Nous allons aussi nous intéresser à l'Europa League avec les rencontres devant se jouer ce soir. Aussi le rugby, nous en allons parler dans ce journal. L'équipe nationale masculine qui a quitté donc Dakar pour participer à l'Africa Men 7 prévu à compter de demain. C'est en Afrique du Sud. À tout à l'heure pour le détail de toutes ces informations sportives. Et puis juste après la revue de la presse du jour, rendez-vous avec l'équipe de nos envoyés spéciaux à Tivaouane pour le journal du Gamou, ce à J-2 du Maulid, en ligne et en direct de Tivaouane. El Hadj Ndiogo Diène, bonjour. Bonjour Souleymane et bonjour à tous. Alors, quel est le menu du journal du Gamou d'aujourd'hui ? Avant de vous donner le menu du journal du Gamou, il faut d'abord souligner que Tivaouane commence à accueillir du monde. De nombreux pèlerins sont déjà dans la cité religieuse pour assister à la clôture de la Bourda ce soir, avant le Maulid prévu après-demain samedi. Alors, dans le journal du Gamou, nous allons parler des dispositions prises par les autorités pour assurer la fluidité de la circulation à Tivaouane. Et vous entendrez à ce propos le préfet de Tivaouane, Makan Mbeng. Nous allons aussi parler du projet de construction du mausolée de Serigne Abdoul Aziz Al-Amin, disparu il y a 2 ans. Et puis nous allons vous proposer des reportages sur les charité, mais également sur les actions sociales menées par certaines associations durant cette période de Gamou. 600 kg de chanvre indien saisis par l'Ocretis hier soir à Nianing. 3 charretiers ont été interpellés. L'enquête se poursuit, nous dit Abdourahmane Diallo. L'opération a eu lieu dans la soirée du mercredi au jeudi, après avoir été signalé de mouvements dans la forêt de Nianing, plus précisément dans le village de Gourel. Les éléments de la direction de l'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants ont fait une descente. Sur place, ils ont trouvé 3 charrettes avec à bord plus de 8 sacs de riz de 50 kg. Ces sacs contenaient du chanvre indien d'une quantité de 660 kg. Les 3 individus qui convoyaient la drogue ont essayé de fuir, mais ils ont été arrêtés par les éléments de l'Ocretis. D'ailleurs, actuellement, ils sont en garde à vue en attendant leur éventuel déferment. N'empêche, la police a ouvert une enquête pour mettre la main sur le reste du réseau. RFM Bourg, Abdourahmane Diallo. Il est 12h05. Daniel Goumalo Seck et Ndongo Diaw, tous deux anciens de l'Agence de régulation des télécommunications et des postes devant la chambre financière de la chambre de discipline financière de la Cour des comptes ce jeudi. Ils sont poursuivis pour délits financiers. Daniel Goumalo Seck et Ndongo Diaw sont mis en cause dans un dossier relatif à un scandale présumé portant sur 10 milliards de francs CFA à l'autorité de régulation des télécommunications et postes entre 2005 et 2012. Ils avaient été épinglés par l'inspection générale d'État pour des manquements dans le cadre des passations de marché sans publicité suffisante et par entente directe. Daniel Goumalo Seck
que nous avons joint par téléphone, promet de faire une déclaration au terme de la procédure. Parlons maintenant des auditions dans l'affaire Petro-Tim. Le défilé des témoins se poursuit devant le doyen des juges d'instruction. Souleymane Ndéné Ndiaye, l'ancien Premier ministre, devait être entendu à l'instant même. Quant à Socé Ndiaye, l'administrateur de Unicom Sénégal, il a été auditionné ce matin également. Nous l'entendrons dans un instant. Mais avant cela, l'ancien ministre Samuel Sarr vient juste de sortir du bureau du doyen des juges. Il est confiant pour la suite de la procédure. Je vous propose de l'entendre. Il a été interrogé tout à l'heure par Georges Déthié-Diop. J'ai été auditionné par le doyen des juges sur l'affaire Petro-Tim. Mais comme c'est un dossier qui est en instruction, je ne peux pas en dire plus. Mais contre ce que je peux affirmer ici, et je l'ai déjà dit, ceux qui savent ne parlent pas comme moi, et ceux qui ne savent pas parlent beaucoup et racontent n'importe quoi. Je pense qu'elle va aboutir à quelque chose. Voilà, Samuel Sarr qui vient de sortir du bureau du doyen des juges d'instruction. Je vous le disais tout à l'heure, Socé Ndiaye, administrateur de Unicom Sénégal, a été auditionné ce matin. Il avait porté plainte contre la BBC pour utilisation de ces images sans autorisation. Au sortir de son audition, Socé Ndiaye dit être convaincu que la lumière sera faite. Il est au téléphone, toujours avec Georges Déthié-Diop. Vous me permettrez juste, par respect à l'instruction en cours, de ne pas entrer dans les détails, mais retenez simplement que je n'ai fait que réitérer les propos que j'avais tenus devant les enquêteurs de la DIC. Alors, c'est une procédure que je salue également. Parce que voilà, beaucoup pensaient que il n'y aurait pas eu de suite, mais vu le professionnalisme et le travail qui est en train d'être fait au niveau de la justice, je préfère être optimiste et j'ose espérer que sous peu de temps, lumière sera faite concernant ce dossier-là. Vous savez, dans ce dossier, il y a eu beaucoup de polémiques. Mais la seule plainte qui a été déposée dans ce dossier, c'est moi-même qui ai déposé cette plainte-là, et c'est contre la BBC. Je ne suis pas lié par les contrats, disons, mais disons que j'ai un dossier dans le dossier. Et le dossier qui me concerne, moi, n'a de rapport que l'utilisation exclusive, disons, de ces images-là, qui n'appartiennent pas à la BBC, je le rappelle. C'est des images qui ont été utilisées sans mon consentement. Et j'estime avoir le droit de porter l'affaire devant les juridictions. Mais ce n'est pas parce que je suis lié à un quelconque niveau au niveau des contrats signés par l'État du Sénégal avec Franck Timis. La seule chose qui me concerne, disons, est liée à l'utilisation sans autorisation des images par la BBC. Et à ce niveau-là, j'avais fait une déposition au niveau de la division d'investigation criminelle. Et dans cette déposition, j'avais pris l'engagement de porter l'affaire devant les juridictions, ce que j'ai fait par l'entremise de mon avocat. Et c'est dans ce cadre que j'ai été convoqué par le doyen pour avoir beaucoup plus de détails concernant cette affaire. Maintenant, au sujet de l'affaire des 94 milliards qui, vous le savez, opposent Ousmane Sonko, le leader du PASTEF, à l'ancien directeur des domaines, une coalition d'organisations a tenu une conférence de presse ce matin pour exiger l'accélération des procédures devant la justice. Un rassemblement est prévu le 16 novembre prochain. Je vous propose d'entendre à ce sujet Alioune Badara Mboup, membre du collectif Suñu 94 milliards Neyler, au micro de Moukal Soumli. Après l'exploitation du rapport de l'Assemblée nationale, qui a voulu du moins absoudre Mamour Diallo parce que tout simplement il fait partie de l'APR, nous, citoyens sénégalais, nous avons pris notre courage entre nos mains et déposer une plainte au niveau du procureur. Aujourd'hui, c'est aussi une autre étape de cette bataille, de ce combat. Nous menons une bataille et nous avons également souscrit à une pétition. Cette pétition circule depuis hier à minuit. Nous allons dans les prochains jours aussi mettre un jury populaire pour que la justice et aussi la vérité puissent éclore pour l'intérêt du Sénégal. Car nous avons considéré que nos deniers, nous pouvons les utiliser pour nos hôpitaux, nous pouvons les utiliser pour notre éducation, nous pouvons les utiliser pour d'autres secteurs en souffrance. Et que le Sénégal, qui compte actuellement parmi les 25 pays les moins avancés, ou bien un pays sous-développé et endetté, ne doit pas se permettre de
d'enrichir des bandits à col blanc. RFM, fréquence de modulation 94.0, la radio en puissance. Je vous le disais tout à l'heure, la journée des forces armées est célébrée ce 7 novembre. Le président Macky Sall salue le caractère humaniste de nos armées. Le président de la République qui a magnifié le génie militaire dans sa lutte contre l'érosion côtière. Macky Sall parle également d'une approche multidimensionnelle dans la croisade contre les pandémies et les catastrophes naturelles. Il est au micro de Nafissatou Silla. En effet, dans un monde où les menaces sont protéiformes, les armées ont dû adapter leur concept d'emploi pour passer d'une approche exclusivement centrée sur la sécurité du territoire national à une approche holistique axée sur le concept de sécurité humaine. Ce nouveau concept englobe 7 dimensions qui touchent aux besoins primaires de chaque individu. La sécurité économique, la sécurité alimentaire, la sécurité sanitaire, la sécurité de l'environnement, la sécurité personnelle, la sécurité de la communauté et enfin la sécurité politique. Par ailleurs, les armées se sont illustrées dans la gestion des catastrophes naturelles, notamment celles liées à l'érosion côtière. Et c'est dans ce cadre que le génie militaire a déjà été sollicité à Tchaoulen, Rufisque, à Sali et plus récemment à Saint-Louis en 2018 pour des travaux d'enrochement dans le but de protéger la côte et ses habitants. De participer à des opérations d'assistance et de secours à des populations en détresse ou à la lutte contre la pollution maritime. Toujours dans le cadre de cette journée des forces armées à Tambacounda, les menaces sanitaires sont réelles, mais les forces de sécurité et de défense veillent au grain, plutôt les menaces sécuritaires. Les détails avec Moussa Omar Gueye. Avec sa position de région frontalière, des zones aurifères avec un environnement dégradé par endroits et des inondations notées ici et là, le colonel Simon Ndour, commandant la zone militaire, laisse entendre que la situation sécuritaire est maîtrisée dans la région orientale. Pour le cas de Tambacounda, nous avons vu qu'ici, en tant que zone frontalière, nous sommes confrontés à beaucoup de menaces qui peuvent avoir donc le caractère de pandémie ou de catastrophes. Déjà, nous avons parlé des fleuves pour lesquels, lors des crues, nos sapeurs, nos militaires, les gendarmes, tout le monde est mobilisé pour apporter une réponse. Nous avons aussi un problème environnemental assez poussé ici à Tambacounda, avec l'exploitation dans la zone aurifère, où on utilise des produits chimiques qui sont en train de dévaster l'environnement, qui sont en train de dévaster l'eau, rendre l'eau impropre à la consommation, rendre les pâturages inutilisables. Ça, c'est une catastrophe qui s'annonce. Et là, nous nous battons chaque jour pour que ces produits prohibés soient maîtrisés, comme le fait beaucoup la gendarmerie. Nos forêts aussi sont là, sont en train de se dévaster. Nous mobilisons aussi pour arrêter cette catastrophe environnementale et aux côtés de nos forces des eaux et forêts, essayer de voir comment reconstituer ce patrimoine forestier que nous avons. Bref, nous sommes là à Tamba. Vous aussi, vous le savez, quand il y a eu l'incendie du marché Tambacounda, les sapeurs ont rapidement réagi. Donc en permanence, nos hôpitaux, nos centres médicaux ici à Tamba accueillent en permanence du monde. Le gouverneur Omar Mamadou Baldé réitère son appel à l'endroit des populations et se félicite de la montée en puissance de nos forces de défense et de sécurité. Le comité régional travaille de manière ardue à ne pas laisser le terrain aux malfaiteurs et aux personnes mal intentionnées. Et vous avez vu que depuis maintenant un trimestre, nous sommes entrés dans une logique baissière en termes donc d'incidents ou en tout cas de délits qui sont signalés. Une exposition de la gendarmerie nationale, des sapeurs-pompiers et des soldats du camp militaire El Hadj Mamadou Lamine Dramé a sanctionné la célébration de la journée des forces armées à Tambacounda. Moussa Omar Gueye, Tambacounda, Radio Futur Média. Voilà pour l'armée. De son côté, le service d'hygiène entame aujourd'hui une opération de sensibilisation sur Ebola et sur le choléra. La cible visait les élèves. La tournée a démarré ce matin à l'école élémentaire d'Erclé 2 de Dakar. Toujours dans le domaine de la santé, l'hôpital régional de Ziguinchor ne dispose pas présentement d'une salle d'autopsie pour satisfaire aux requêtes de la justice sur les cas qui font l'objet d'une enquête. Le gouverneur de région est conscient de l'urgence de la situation et il a annoncé l'adoption d'une
solution transitoire au fonctionnement du service d'autopsie en attendant la construction et l'équipement de la morgue. Guedji Diouf, le gouverneur de la région de Ziguinchor, est avec Lamine Ba. Il s'est posé tout récemment un problème lié aux autopsies. Ces difficultés-là sont liées essentiellement à la disponibilité d'une salle d'autopsie. Mais je pense que des mesures sont en train d'être prises pour que cette difficulté-là soit levée et qu'une salle d'autopsie soit véritablement aménagée au niveau de l'hôpital régional pour permettre aux médecins légistes, parce qu'on en a sur place, de pouvoir effectuer les autopsies au niveau de l'hôpital régional. À Bambey, région de Diourbel, des étudiants de l'université Alioune Diop ont essayé ce matin de remettre cela au lendemain d'une journée de manifestation en vain, puisque les forces de l'ordre ont procédé à des arrestations dans le campus. Les détails de ces arrestations, il y a 4 étudiants arrêtés, dont une fille. Jour J-2 avant le Maulid Nabi, la célébration de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Point central du Gamou, la ville de Tivaouane, dans la région de Thiès. Le Mauloud est également célébré dans d'autres grandes villes religieuses, dont Thiénaba, non loin de Tivaouane. Les sapeurs-pompiers sont déployés dans les 2 cités religieuses depuis 3 jours et se disent assez bien outillés pour remplir leur mission. Écoutons le capitaine Mamadou Diagne, chargé de la communication de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, au micro de Daouda Diouf. Aujourd'hui, le dispositif que nous avons installé à Tivaouane et à Thiénaba pour couvrir le Gamou se compose comme suit. Il y a un dispositif central au niveau de Tivaouane et un dispositif secondaire au niveau de Thiénaba. Le dispositif de Tivaouane couvre la ville de Tivaouane et ses environs, et le dispositif de Thiénaba couvre le Gamou de Thiénaba. Donc en deuxième échelon, nous avons les axes autoroutiers, notamment l'axe Dakar-Mbour jusqu'à Tchadjaï, l'axe Dakar-Touba jusqu'à Khombol, et maintenant l'axe Dakar-Saint-Louis. En deuxième échelon toujours, nous aurons un axe autoroutier qui couvre l'autoroute de Dakar à Toglou et de Toglou jusqu'à la sortie de Khombol. Voilà, donc il y a 2 postes de commandement, un poste de commandement central qui est basé à Tivaouane et un poste de commandement secondaire qui est basé à Thiénaba. Donc nous sommes articulés comme ça, et maintenant pour les moyens, il y a 55 véhicules qui sont engagés dans l'ensemble des 2 sites. Et pour l'ensemble des 2 sites aussi, nous avons 427 officiers, sous-officiers et militaires du rang. Pour le bilan, à la date d'aujourd'hui, nous n'avons enregistré qu'un seul accident sur la route de Kébémer-Tivaouane et il y a eu 4 victimes et 0 décès. Et puis à quelques 2 jours de l'événement, le khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour, continue de recevoir les visites de courtoisie à son domicile de Tivaouane. Sur sa feuille d'audience aujourd'hui, Ousmane Sonko, le leader du PASTEF, et sa délégation. RFM. L'actualité internationale. Rebonjour Binta Diallo. Rebonjour Souleymane. La décision est tombée ce matin. L'ex-chef de guerre congolais Bosco Ntaganda, condamné à 30 ans de prison ferme par la CPI. Terminator termine sa vie en prison. 30 ans ferme contre Bosco Ntaganda. La sentence est tombée ce matin. La CPI, la Cour pénale internationale, a reconnu coupable l'ex-chef militaire de la branche armée de l'Union des patriotes congolais de plusieurs délits. Diouma Diouf. Bosco Ntaganda, condamné à 30 ans de prison ferme, l'ex-militaire de la branche armée de l'Union des patriotes congolais, l'une des milices actives dans l'est de la RDC entre 2002 et 2003, avait été reconnu coupable le 8 juillet d'attaques contre les civils, de meurtres, de viols, d'esclavage sexuel, de persécution, de déportation et de pillage, des crimes contre l'humanité et crimes de guerre commis sous ses ordres, des atrocités pour lesquelles Ntanga, âgé de 46 ans, des atrocités pour lesquelles Ntanga avait la réputation d'être un leader charismatique, d'où son surnom
nom de Terminator. Né au Rwanda, il est devenu général de l'armée congolaise de 2007 à 2012. Il est ensuite devenu l'un des membres fondateurs du groupe rebelle M23 qui a finalement été vaincu par les forces du gouvernement congolais en 2013. À la suite, Bosco Ntaganda était contraint de fuir au Rwanda et se réfugier à l'ambassade des États-Unis à Kigali, d'où il demandera son transfert à la Cour pénale internationale. Saïd al-Islam Kadhafi, localisé par la CPI. Une annonce de la procureure de la Cour pénale internationale devant le Conseil de sécurité de l'ONU, Fatou Bensouda, a révélé que le fils de feu Muammar al-Kadhafi a été localisé à Zintan, dans le nord-ouest de la Libye. Son bureau a-t-elle déclaré à des informations crédibles sur la localisation actuelle de 3 suspects visés depuis longtemps par des mandats d'arrêt de la Cour pénale internationale. Information Le Monde africain. La CEDEAO en réunion d'urgence sur la crise politique en Guinée-Bissau. Réunion d'urgence des chefs d'État membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest à Niamey au Niger demain. Rencontre sur la situation politique qui s'enlise de plus en plus en Guinée-Bissau. Virginie Léontine Sagna. Défaite bi tout loo xamante ni aujourd'hui bett nañu comme ni ma mën a wax. Virginie Léontine Sagna qui revient sur la rencontre d'urgence convoquée par les chefs d'État membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Nous l'écoutons. Défaite bi tout loo xamante ni aujourd'hui. Nous allons donc y revenir. D'aiguillage. En attendant, parlons de la médiation du président ougandais au Soudan du Sud. Yoweri Museveni rencontre aujourd'hui le président du Soudan Sud à Kampala. Le président ougandais tente de désamorcer la bombe politique à seulement une semaine de l'arrivée de Riek Machar, qui devrait intégrer le prochain gouvernement d'union nationale. Mais l'ancien adjoint et adversaire de Salva Kiir a posé ses conditions, des garanties sécuritaires au chef de l'opposition. Ce que rejette le président sud-soudanais. C'est tout, Souleymane, pour cette page internationale. Merci, Binta Diallo. RFM Sport. Rebonjour, cher Tidiane Diagne. Rebonjour à vous, Souleymane. L'actualité des sports. D'abord, le mondial des U17 de football. Fin de parcours hier du Sénégal en 8e de finale. Les Lionceaux ont été dominés par 2-1 par l'Espagne. Un revers synonyme d'élimination après un parcours sanctionné par 2 victoires et 2 défaites. Pour notre consultant Chergueï, qui a fourbi ses armes en Espagne comme technicien, on doit davantage rendre beaucoup plus performant le foot chez les jeunes. On l'écoute. Force est de reconnaître que cette défaite ne surprend pas. Comme je l'ai dit précédemment, non en termes de qualité de nos joueurs, ni de travail de son staff, mais en comparaison de ce qui se fait dans ces pays par rapport à nous dans le football des jeunes. Pour le développement du football des jeunes, il faut mettre en place une politique très sérieuse du football des jeunes. Une politique très sérieuse passe nécessairement par la mise en place d'un championnat des jeunes pour les permettre de compétir. C'est seulement par la compétition qu'on pourrait permettre à ces jeunes de rivaliser avec les autres nations. Si on prend l'exemple peut-être du pays qui nous a éliminés hier, certes comparaison n'est pas raison, mais ces jeunes ont au moins 30 matchs officiels dans leurs jambes. Et nous, par exemple, on a combien de matchs? Ce qui veut dire que ce championnat des jeunes inexistant dans ce pays fait aujourd'hui que nos talents ne peuvent pas s'exprimer comme il se doit sur le plan international. Comme je l'ai dit tantôt, certes, il faut très bien apprécier le travail colossal de ces jeunes et de leur staff, mais force est de reconnaître qu'il faut remettre en cause notre système pour pouvoir compétir comme il se doit demain. L'Europa League prend ce soir le relais de la Ligue des Champions. Et on va en citer quelques rencontres déjà. 17h55 cet après-midi, le club roumain Cluj accueille Rennes de Maillan. La Lazio de Rome fait face au Celtic Glasgow de l'Écosse. Alexandria de l'Ukraine joue contre Saint-Etienne à partir de 20h. À la même heure, le Borussia Mönchengladbach accueille la formation de l'AS Roma. Et puis Manchester United fera face aux Partisans de Belgrade, Suleiman. Rugby pour terminer. L'équipe masculine de rugby prend part à compter de demain à l'Africa Men Sevens, un tournoi pré-olympique mettant aux prises 14 nations. Le Sénégal partage son groupe avec le Zimbabwe, le Kenya, l'Ouganda, Madagascar, Zambie et Tunisie. L'Afrique du Sud abrite le tournoi. Sodakia.
L'équipe nationale du Sénégal de rugby à 7 participe pour la deuxième fois au tournoi qualificatif aux Jeux Olympiques. Un tournoi très relevé selon le directeur technique national Jacques Bassène. Il faut savoir qu'à ce tournoi vont participer les grands noms du rugby africain, notamment entre autres le Kenya ou l'Ouganda ou encore la Tunisie. Donc ça va être un tournoi assez relevé. On ne fait pas partie des favoris, mais nous allons défendre crânement nos chances lors de ce tournoi-là. Nous avons des adversaires qui parfois sont au même niveau que nous. Par contre, il y a d'autres équipes qui sont un cran au-dessus de nous. Je citais tout à l'heure le Kenya, l'Ouganda ou même dans une certaine mesure la Tunisie et Madagascar, qui sont, faut le dire, des favoris de ce jeu parce qu'ils participent non seulement à des compétitions africaines, mais aussi participent à ce qu'on appelle des séries. Des séries, c'est des tournois de rugby à 7 qui sont organisés un peu partout dans le monde. Mais cela dit, on va aussi se battre pour essayer d'inverser la tendance. Pour ce tournoi, les 12 lions retenus sont tous des joueurs locaux. Une manière de valoriser la formation locale, nous dit le directeur technique national. Et de mettre en valeur tous les entraîneurs et volontaires qui se donnent tous les jours sur le terrain pour encadrer ces enfants. Ils le font parce qu'ils aiment ce sport. Et c'est aussi pour nous, en fait, on ne le fait pas juste parce qu'ils viennent d'ici, mais parce qu'ils ont les capacités de représenter le pays dignement. L'équipe nationale a rallié l'Afrique du Sud depuis hier soir. Pour cette compétition, le Sénégal joue contre le Maroc pour espérer faire partie des équipes qualifiées pour le championship. D'où le vainqueur sera directement qualifié aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Merci Suleiman, c'est l'essentiel des actualités sportives de Merci à vous, cher Tidiane Diagne. Merci. RFM. La presse de ce jeudi 7 novembre 2019, lue et commentée par Barthélémy Ngom. Bonjour. Le scandale de l'I de Zaïf après quelques jours de vacances, le doyen des juges d'instruction Samba Sall reprend du service. Et de quelle manière? L'observateur signale qu'il vient de dépoussiérer le dossier du fils de l'ex-patron de l'Association internationale des fédérations d'athlétisme, Lamine Diack. Il est accusé d'être mêlé au système de corruption pour couvrir des cas de dopage d'athlètes russes et d'avoir été au cœur d'entourloupe autour de l'attribution des derniers mondiaux d'athlétisme au Qatar. Le journal du groupe Futur Média annonce que Pape Massata Diack sera entendu aujourd'hui par le doyen des juges suite à la commission rogatoire envoyée par la France. L'Obs rappelle que le Sénégal avait ouvert un dossier au niveau local pour ne pas livrer Pape Massata Diack à la justice française. Libération sur le sujet signale que Pape Massata Diack a été inculpé par la commission rogatoire. Mon confrère note que le mis en cause a été mis en examen le mardi 5 novembre à la demande des magistrats français pour association de malfaiteurs, blanchiment aggravé, corruption active et corruption passive. Un dossier loin de connaître donc son épilogue à l'image de l'affaire Petrotim avec les auditions qui s'enchaînent, énonce Le Soleil. L'Astre de Anne informe qu'après Boubacar Camara et Clé d'Orsène hier, le doyen des juges va entendre Souleymane Ndéné Ndiaye, l'ancien premier ministre, et Samuel Sarr, ancien ministre de l'énergie, aujourd'hui. La tribune reprend et rappelle qu'hier, Boubacar Camara, au sortir du bureau du juge Samba Sall, a fait savoir qu'il y a problème car le président de la République qui devait finaliser la procédure d'attribution des blocs pétroliers et gaziers a trouvé son frère sur le chemin. Et c'est cette implication d'Aliou Sall qui, selon Boubacar Camara, complique les choses et pousse les Sénégalais à s'interroger, déclare le leader du mouvement Djengou, repris par mon confrère du groupe des médias. Boubacar Camara termine pour dire que c'est une occasion en or pour le juge d'éclairer la lanterne des Sénégalais sur l'attribution des contrats pétroliers. Une affaire qui date depuis des années. Cela fait également un an qu'on attend le rapport de l'ARMP. Eh bien, c'est pour bientôt, si l'on en croit le journal Les Échos qui renseigne ce matin que l'autorité de régulation des marchés publics va enfin publier son rapport courant novembre. Mais, précise mon confrère, ce ne sera que le rapport 2017. Celui de 2018 sera publié plus tard. Justement, sur les raisons du retard que mon confrère qualifie d'une illégalité totale, le journal note que la RMP ne voulait pas exposer les cafards du régime à 2 mois de la présidentielle. L'autre souci qui secoue la RMP concerne le mandat de Saher Niang, le directeur général. Il est arrivé à terme depuis plus de 32 mois. Les Échos signalent d'ailleurs que Saher Niang devait quitter depuis février 2017. Ce, après 2 mandats successifs de 3 ans chacun, mais il a été maintenu à son poste par un décret du président. Au palais de la République, justement, on assiste, écrit l'As quotidien, à un chamboulement avec des mutations tous azimuts. Et c'est le limogeage de Mamadou Bop nommé en 2003 par le chef de l'État qui défraie la chronique parce que, écrit l'As, on soupçonne la directrice des moyens généraux, Awa Ndiaye, d'avoir outrepassé ses prérogatives. Awa Ndiaye, qui en plus est accusé d'avoir effacé des proches de Maxime Jean-Simon Ndiaye, ministre secrétaire général du gouvernement, pour installer
installer ses affidés. Au total, Awa Ndiaye a placé 11 nouvelles recrues au palais, ce qui fait dire au quotidien LAS que l'adage du palais efface Maxime et chamboule tout. Non loin du palais présidentiel, l'Assemblée nationale, deuxième institution du pays qui informe les Échos, est également secouée par un autre scandale. Le journal évoque l'indemnité de logement des députés. Chacun d'eux reçoit en catimini 200 000 francs CFA. L'argent, écrit mon confrère, est payé sur place en espèces. Donc, il ne figure pas sur le bulletin de salaire du parlementaire. C'est donc l'omerta totale. Même les députés de l'opposition perçoivent cette indemnité et se taisent, écrit les Échos. Les Échos de la gestion du patrimoine de l'État à l'étranger. L'Observateur informe que le président Macky Sall a envoyé l'IGE, l'inspection générale d'État aux affaires étrangères, pour avoir un regard net sur la gestion du patrimoine immobilier du Sénégal à l'étranger. Une fouille qui, selon mon confrère, a été accélérée par l'affaire des 800 millions CFA du scandale présumé au consul général du Sénégal de Milan, dirigé par Rokhaya Batouré. Source A, de son côté, jette son dévolu sur les narcotrafiquants et autres blanchisseurs d'argent qui ont installé leurs quartiers généraux au Sénégal. Et le journal donne des preuves. Depuis 2010, les narcos ont jeté leur dévolu sur Dakar à travers des investissements sur le foncier, avec près de 120 agences immobilières créées avant que certaines ne disparaissent au bout de quelques mois. Mon confrère, qui renvoie ses lecteurs à sa page 4, nous dit tout sur ce que révèle l'étude d'évaluation nationale des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme lancée en 2017. D'autres affaires évoquées dans un autre journal, celle de la cocaïne et des munitions volées dans un dépôt de l'armée. Deux dossiers brûlants qui, de l'avis du quotidien, devraient bientôt connaître leur épilogue, surtout que les personnes interpellées devront être édifiées après le choix d'éventuels juges d'instruction. Elles ont connu d'ailleurs un retour de parquet hier, souligne mon confrère, qui mentionne que Serigne Bassirou Gueye carbone cette semaine à plein régime. Tout autre chose à présent. Gamou spécial 2019, enquête plonge ce matin dans la ferveur de la Tijania. Portrait de Seydi Hadj Malick Sy, l'érudit des érudits. Le journal revisite aussi les origines de la Bourda et fait un zoom sur le village de Fass Diacksao, fondé en 1904 par